Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie, la première. Voici les titres de votre journal. Un jeune pêcheur de 23 ans a trouvé la mort lors d'une partie de pêche sous-marine. Son corps a été retrouvé ce matin par des pêcheurs de Punaauia à plus de 16 mètres de fond. Les travailleurs sociaux maintiennent la pression. Après plusieurs heures d'attente devant leur piquet de grève à la présidence, ils ont finalement rencontré la ministre Isabelle Sachet en fin de journée. Ils sont actuellement en pleine négociation. Et puis notre rubrique des élections municipales nous emmène ce soir à Papeete où les enjeux sont importants comme la gestion des sans-abri devenus indésirables avant de nous rendre à Papara pour le premier débat des municipales en direction depuis la salle communale Hotuhau. 5 candidats autour de la table avec du public qui pourra réagir. Nous retrouvons Natacha Silagi en direct dans quelques instants pour le menu de la soirée. Et c'est avec un fait divers que nous ouvrons cette édition. À FAA, un règlement de compte vire à la séquestration de 2 personnes. En effet, la gendarmerie est intervenue dans le quartier Souki ce matin, peu après 7 heures, pour aider 2 hommes enfermés dans une maison. L'un d'entre eux, sévèrement tabassé, a été transféré au centre hospitalier du Taoné. Un suspect a été interpellé. Les forces de l'ordre recherchent d'autres auteurs présumés de cette séquestration. Selon le témoignage d'un riverain, ce sont les personnes qui se disent victimes qui seraient venues chercher la bagarre, tandis que la femme de l'une des victimes affirme le contraire. Écoutez ces témoignages exclusifs recueillis par Gilles Tautou. Les 2 qui ont été séquestrés sont venus ici avec des coupes-coupes, en pensant que le mec qu'ils allaient venir pour attaquer serait seul. Mais lorsqu'ils sont venus les 2, en fait les 2 sont des frères, sont de Pamatei. Quand ils sont venus pour tabasser le mec qui s'était censé venir tabasser, ben ils ont eu une mauvaise surprise. Parce qu'il n'était pas seul, au fait, le mec qu'ils étaient venus. Non. En fait, lui, il a ses Seira, hein, c'est comme ça on appelle. Hein. Il a ses Seira. Du coup, ce sont ses Seira et lui qui ont séquestré et tabassé le mec. Non, Montane, il a dit que tu es venu pour l'échange. Après, il a dit oui, il nous a promis un truc, quelque chose. C'était quoi? C'était un échange de voitures que Montane, il a dit, pour libérer l'autre frère. Et l'autre frère était toujours séquestré? Il était toujours séquestré chez eux. Et après, Montane, il a dit comme ça, si on ne le libère pas, eh ben, on va le découper, on va l'emmener à un endroit. Voilà, le frère de l'une des 2 victimes a servi de monnaie d'échange. Vous l'avez entendu, la bagarre impliquerait une dizaine de personnes. L'enquête est en cours. Également dans l'actualité, ce drame à Punaauia, un pêcheur avait quitté son domicile hier vers 10 h du matin pour une partie de pêche sous-marine. Sans nouvelles de lui, sa famille a alerté le JRCC à 19 h et ce sont les pêcheurs habitués de Punaauia qui ont retrouvé son corps inerte dans la matinée, dans la passe de Nordhof. Le récit de Nicolas Suir et Patrick Tsinsing. Ce matin à 9h30, les gendarmes ont remonté le corps du pêcheur immergé à 16 mètres de profondeur à l'extérieur de la passe Nordhof. C'est grâce à l'intervention de ces 3 habitués des lieux que le cadavre a été retrouvé rapidement. Mon pote là, il a trouvé et voilà. On a signalé, on a signalé aux gendarmes et ils ne sont pas venus le chercher. Le corps a été ramené à quai où tous les sauveteurs assemblés sont consternés. Pompiers, policiers municipaux, gendarmes et civils ayant participé aux recherches. En mer, l'une des règles principales de sécurité est de connaître la zone de pêche. Ce n'était pas le cas de la victime, étant originaire de Bora Bora. Tous les pas sont dangereux. Mais si la mer bouge, hein, tous les pas sont dangereux. Celui-là, maintenant, aujourd'hui, c'est très calme, c'était bon. Très poisson. Un coin très prisé par les pêcheurs, mais aussi très dangereux. Il a été retrouvé plutôt là, dans ce coin-là, sur le banc de sable qui est à l'extérieur. Grâce à la connaissance de la zone, eh ben, le corps a pu être retrouvé, malheureusement, par 16 mètres de fond à l'extérieur de la passe. Dans les statistiques, il y a régulièrement des décédés sur cette zone depuis une quinzaine d'années. Les circonstances exactes de la mort du jeune homme restent à déterminer. En tout cas, on sait qu'il était parti pêcher seul, brisant la règle d'or de la sécurité en mer.
Et le JRCC rappelle les précautions à prendre, à savoir ne jamais partir seul à la pêche. Informez vos proches avant de partir. Quant à la famille, de contacter le 16 dès que l'heure de retour prévue est dépassée. Et puis à Papara, la route a fait un 4e mort très tôt ce matin. Il s'agit d'un cycliste fauché par un véhicule qui tentait de le doubler. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Et en bref, cette affaire révélée par nos confrères de Tahiti Info, un agent de la police nationale a été placé en garde à vue hier avant d'être présenté devant le procureur de la République dans l'après-midi, soupçonné d'abus de confiance et d'avoir détourné 16 000 francs destinés à payer des amendes. Il a été libéré et exerce toujours ses fonctions en attendant son jugement prévu au mois de juin. Au chapitre social maintenant, ils étaient près d'une centaine de travailleurs sociaux à manifester leur colère devant la présidence ce matin, réclamant une rencontre avec le président Edouard Fritsch. Les employés ont installé leur piquet de grève. Ils n'en peuvent plus de la surcharge de travail. Ils ont pu rencontrer la ministre Isabelle Sachet qu'en fin de journée. Stéphane Ratino, Patita Savia. Fin d'après-midi studieuse. En face à face, les cartes sont actuellement posées sur la table. Une délégation syndicale est reçue au ministère de la Famille. 3 ministres sont là pour faire écho aussi au Conseil des ministres de ce matin. On peut y lire la décision d'ouverture de concours. Cependant, les travailleurs sociaux ne seraient pas compris dans ce dispositif. Les fonctionnaires espèrent 60 postes. Ce sera un échéancier. On est conscient qu'on ne pourra pas aux 60 postes comme ça d'un coup. Ce sera un échéancier. On verra qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Maintenant, si c'est un poste par an, donc bien sûr qu'on ne sera pas d'accord. Maintenant, si c'est raisonnable, donc nous, c'est être raisonnable aussi. Matinée plus animée en revanche. Rond-point de la présidence, pancarte, coup de klaxon, slogan. Un cri pour ces professionnels du social dont les mots écrits résonnent avec un particulier mal-être. Perte de sens, burn-out. Un travail distil où l'administratif dépasse désormais l'humain, faute de moyens. Là, actuellement, on a en charge, moi j'en ai pour l'instant 53, mais ça va grossir, et 60, on est dans des chiffres de dingue. Tu ne peux pas faire un travail d'accompagnement, ce qui s'appelle un vrai travail d'accompagnement, alors qu'on embauche des diplômés comme nous. Mais finalement, on nous demande de faire de l'administratif, alors que c'est l'accompagnement qui va toucher, qui va permettre le changement chez les parents et chez les enfants. Par un nouveau partage des tâches avec la CPS, dans certains territoires, les syndicats annoncent un surplus de travail de 30%. Ces fonctionnaires des services sociaux sont très engagés. Ils vivent au cœur de certaines difficultés de la société polynésienne. Ils tiennent à leur fonction car bien faites, elles peuvent remettre des êtres debout. On arrive à faire de la prévention sur du collectif puisque c'est plus efficace aussi et on touche le plus grand nombre. Où on peut avoir des résultats, où on peut vraiment faire reculer les problématiques cruciales sur les addictions, sur les grossesses mineures par exemple, sur la violence au sein des familles, les violences conjugales. Manifestement, le gouvernement est ouvert au dialogue, à dénouer la situation. Cependant, le premier point de la négociation est déjà bloquant. Faute d'accord ce soir, une manifestation est prévue demain matin à Papeete. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est en tout cas ce qui a incité le Conseil des ministres à suspendre pendant 1 an la vente des produits de vapotage et de recharge de cigarettes électroniques contenant de l'acétate de vitamine E, un produit qui a causé la mort d'une 40aine de personnes aux États-Unis. Par mesure de précaution, le gouvernement interdit ces produits sous peine d'une contravention de 4 400 000 francs et d'une peine d'emprisonnement de 2 ans. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. Comme je vous le disais tantôt, le premier débat commence ce soir à Papara. 5 candidats autour de la table avec du public qui pourra réagir. Il sera question de sécurité de la route du Sud. C'est Natacha Silagi qui animera le débat en français. Elle est sur place en direct avec nous. Natacha, bonsoir. Comment est-ce que cela s'annonce ? Bonsoir, les candidats et les invités sont déjà là. Vous l'avez dit, nous allons aborder 2 thèmes ce soir. La sécurité d'abord, puisque la montée de la violence est une réalité. Et puis nous parlerons aussi du fameux projet baptisé Route du Sud, qui est de nouveau d'actualité et qui a autant d'adeptes que d'opposants. Il sera aussi question d'inéligibilité, forcément, et de déficit. Quelles seront les solutions proposées par les
les prétendants au fauteuil de maire. Ici, à Papara, quels seront leurs arguments pour tenter de convaincre les 8500 électeurs? C'est en direct et c'est tout de suite après le journal. À tout à l'heure. Et on s'intéresse ce soir à la commune de Papeete, poumon économique de la Polynésie française, où se trouvent toutes les institutions du pays. Elle concentre plus de 26 900 habitants, avec un taux d'emploi de 46,9%. Papeete fait partie des 9 communes de la Polynésie française qui distribuent de l'eau potable à sa population. Avec ses 17 616 inscrits, 35 sièges sont à pourvoir dans le futur conseil municipal. Depuis le scrutin de 1995, Michel Buyard dirige la ville de Papeete. Et à Papeete, outre l'emploi et le logement, la gestion des sans-abri, les SDF, est devenue un problème pour la mairie qui ne sait plus quoi en faire. Et cela fait partie des enjeux des prochaines municipales. Que feriez-vous si vous étiez maire de Papeete? Les réponses au micro d'Ina Surabe Inno et Marcel Bono. Si c'était moi le maire de Papeete, j'aurais fait quelque chose pour eux, non pas ramener simplement à Tiperu et le matin ramener dans la ville, donner quelque chose, une activité, ou bien donner un terrain pour qu'ils cultivent, pour qu'ils comprennent qu'il faut ça quand même. C'est trop beau quand même de les emmener à Tiperu, faire manger le matin, les ramener. Je ne suis pas contre eux, mais pour améliorer quand même, donner du travail. Sinon, si j'étais maire, j'aurais aimé aider tout le monde. On ne va pas y arriver, mais avec l'aide de tout le monde, on peut y arriver. L'aide de tout le monde, ça ne veut pas dire le rouge, le vert, le bleu, non, pas comme ça. Il faudra faire travailler tout le monde. Enfin, moi, franchement, si je suis maire de la commune de Papeete, je prends premièrement tout ce qui est social pour nos jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de travail et puis qui traînent dans la ville. Et puis, je cherche un moyen socialement pour que la famille et tous ces jeunes-là doivent évoluer dans leur vie familiale et puis qu'ils soient bien devant tout le monde. Tout d'abord, si j'étais maire de Papeete, je vais tout d'abord réduire tout ce que les personnes qui travaillent ici au marché, il y en a qui trouvent que c'est trop cher, de réduire un peu le loyer et puis les clochards qui traînent dans la rue, là, de les envoyer faire travailler des endroits qui peuvent travailler pour avoir de l'argent au lieu de demander 100 francs à chaque personne qui passe. Je crois qu'ils nous oublient des fois. Des fois, ils nous oublient. Ils préfèrent 1000 fois des gens qui ont des sous, des riches men, mais nous, on nous oublie. Eh bien, des fois, on arrive aussi, des fois, on devient comme des animaux, là. Voilà un message adressé aux candidats des listes qui convoitent la ville de Papeete. Et la campagne de ces municipales se joue aussi sur la toile. Chaque semaine, nous ferons le point sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Lucille Guichet-Tirao, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi donc les réseaux sociaux sont-ils si importants pour ces élections? Eh bien, ils sont incontournables. Vous allez voir pourquoi. Tout de suite, Facebook est le numéro 1 dans les réseaux sociaux en Polynésie. 63% de la population a un compte. Loin derrière, nous retrouvons Instagram et Twitter. 63% de la population sur Facebook, c'est plus de 180 000 personnes, dont la grande majorité a plus de 18 ans. Donc, l'âge de voter. Chaque liste a donc sa page Facebook. Ça donne une image de modernité, quel que soit le contenu posté. Quel est l'intérêt de faire campagne sur les réseaux sociaux? Eh bien, déjà, c'est gratuit, entièrement gratuit. Ça permet également de s'adresser à un plus grand nombre d'électeurs. En revanche, il y a moins de contact humain. Et le contact humain, on sait que ça compte beaucoup dans une élection de proximité telle que les municipales. Rien ne vaut le porte-à-porte et les poignées de main. Et enfin, pour ceux pour qui ça compte, eh bien, ça produit moins de déchets puisqu'il n'y a pas de tracts ni de profession de foi qui finissent à la poubelle. On imagine qu'il y a des règles sur Internet quand même. Oui, il y a des règles et en campagne électorale, il faut bien les suivre lorsque l'on est candidat sur Facebook.
Facebook, les candidats n'ont pas le droit de payer des espaces publicitaires, les contenus sponsorisés qui apparaissent dans votre fil d'actualité. Attention aussi aux fake news qui pourraient influencer le vote. La loi électorale est très claire là-dessus. Le juge peut ordonner la suppression du contenu en 48 heures. Enfin, la période de réserve s'appliquera aussi sur les réseaux sociaux la veille du scrutin. Plus aucun message posté à partir du samedi 14 mars, 0h. Merci beaucoup, Lucille Guichet, pour cet éclairage. Et puis à Mahina, Nicole Sanker veut à nouveau tenter sa chance avec sa liste Tamari Mahina à tout. Classée 3e aux dernières municipales, elle n'a pas pu composer avec Damas Teguira, qui ne lui proposait que 2 sièges. Dans le cadre de l'invité café de ce matin, Nicole Sanker a affirmé vouloir se démarquer de ses adversaires en aidant les plus démunis. On l'écoute. Sur Mahina, on est parti évidemment de constats. On se rend bien compte qu'il y a des quartiers prioritaires, des quartiers aisés, des quartiers un peu plus privilégiés. Et ce que nous souhaitons, c'est évidemment un partage. Essayer d'impulser une politique solidaire pour venir en aide aux familles les plus démunies. Vous allez au magasin et vous voyez des personnes m'ont dit « J'ai ma permanence à Mahina, je reçois des familles vraiment dans le besoin. » Et je trouve qu'à Mahina, il faut qu'il y ait cette solidarité entre nous et qu'on aille vers un monde moins égoïste, moins individualiste. Et demain, Tenouhiari Faoua, également candidat à Mahina, sera l'invité café de votre matinale. Elle représente la liste de Patrice Jamé. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. En ce mercredi, vous étiez nombreux cet après-midi à participer au défi Rame avec ton cœur. Le challenge qui précède la remise des prix du trophée du sport a permis de collecter 200 000 francs. Les premiers volontaires étaient bien sûr les partenaires de l'événement, Stellat Aromia de Polynésie la Première, Antoine Samoyo de Téti Info ont mouillé leur t-shirt pour la cagnotte. 93 sur les 200 km prévus ont été atteints. Les 200 000 francs collectés ont été reversés au Puotehau qui vient en aide aux femmes en détresse. Écoutez la directrice du centre au micro de Miri Tumatariri et Maroki Duri. Il est très utile et nécessaire de donner l'opportunité à toutes ces dames de pouvoir retrouver un emploi. La plupart d'entre elles n'ont pas de diplôme, donc il est indispensable de leur fournir des formations de remise à niveau, des formations également de self-défense. Elles sont très en demande de pratiques sportives et la suite des formations, quand bien même elles sont multiples, viendront par la suite renforcer cette initiative. L'aviron, c'est vraiment avec les jambes. On pense beaucoup qu'on a besoin de ramer avec les bras, mais vraiment la grande partie, c'est les jambes. Donc on apprend aux gens, à tout le monde là, à utiliser bien ce siège coulissant qui permet d'avoir un grand mouvement d'amplitude et voilà, juste lâcher un peu les épaules. Voilà, le conseil, c'est ça, utilisez vos jambes. Et parmi les événements à ne pas manquer, le spectacle de Jean-Philippe Janssen, l'artiste est en Polynésie pour un one-man show prévu jeudi et vendredi soir au Pearl Beach Resort de Aroué. Steward de profession, Jean-Philippe s'est lancé dans une carrière d'humoriste en 2015. Vous l'avez sans doute vu dans Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier ou dans La Ch'tite Famille de Danny Boone en 2017. En tout cas, il fait un carton avec son spectacle Jean-Philippe d'école. Jean-Philippe Janssen, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Et on est là. Merci de m'accueillir. Après l'Olympia en janvier, qu'est-ce qui vous a amené à poser votre valise ici en Polynésie ? L'envie, et je sentais qu'on voulait de moi ici, donc je vais partout où on veut de moi. Et j'ai envie de venir jouer mon spectacle dans ce que je qualifierais le paradis terrestre. Voilà, donc c'est génial d'être ici. Vous êtes passé de la cabine d'avion à la scène, ça se voit dans votre spectacle et les spectateurs vous adorent. Comment vous expliquez votre succès ? Je sais pas, je pense que pour être steward, il faut aimer les gens. Pour être humoriste, il faut aimer les gens aussi. Et parce que je pense que je dis les choses telles qu'elles sont. Et puis, j'ai beaucoup de dérision. Je me moque beaucoup de moi-même avant tout. Je me moque pas. On peut se moquer des autres si on arrive à se moquer de soi-même. Donc, je me moque d'abord de moi. Et puis le fait d'être steward, ça m'a permis d'être en contact avec les gens tout le temps et de connaître un peu la société. Parce que vous avez dans l'avion les gens qui sont assis les uns à côté des autres, qui dans la vraie vie n'auraient rien à faire les uns assis à côté des autres. Donc, ça donne des cocktails détonnants et ça aide à faire des situations. Et c'est ce qui m'a permis de créer mon spectacle, en fait, c'est ça. Et donc,
Vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous allez, de votre spectacle de jeudi et vendredi. Ce sont les mêmes choses que vous allez présenter. Vous allez préparer un spectacle spécial pour votre public polynésien. Il y aura sûrement des petites anecdotes un peu spéciales et exclusives pour la Polynésie. Comme quoi, par exemple? Je ne vais pas tout vous dévoiler, ça sera la surprise, sinon vous n'allez pas venir au spectacle. mais en fait, c'est complètement autobiographique le spectacle. J'y raconte ma vie. Ça part de mon enfance dans le nord de la France, milieu ouvrier modeste, à mon coming out, à ma vie dans les avions, avec mes escales, les nombreuses escales que j'ai fait en 20 ans de carrière, parce que je suis une vieille hôtesse de l'air. Hein. J'ai des heures de vol, ça ne se voit pas, mais j'ai beaucoup d'heures de vol. Et de venir jouer ici, en plus, ça m'a rappelé tellement de choses de mes souvenirs de l'aérien, parce que faire 2 vols, parce qu'on sent bien que ça a un prix. La Polynésie, ça se paye en heures d'avion. On vient chercher le paradis, et donc il faut être patient. Et donc je suis content et de venir raconter tout ça et ma vie. En fait, j'ai mis en exergue le milieu d'où je viens et le milieu où j'ai évolué. Je viens du milieu modeste et j'ai évolué dans une compagnie aérienne Air France avec des codes du luxe à la française que je n'avais pas du tout. Donc à la base, j'avais rien à faire dans les avions. On m'attendait pas là. Merci Jean-Phi donc d'école. C'est à voir donc jeudi et vendredi soir du côté du Pearl Beach Resort. Pour la Saint-Valentin. Oui, pour la Saint-Valentin. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le drame, bien sûr, à Punaoya. Ce pêcheur de 23 ans dont le corps a été retrouvé ce matin par les pêcheurs habitués de la commune de Punaoya dans la passe de Nordoff. C'est la 2e victime de la mer depuis le début de l'année. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Un pêcheur retrouvé à Punaoya ». Tahiti Info, l'art au centre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio. Restez avec nous pour votre débat en direct de Papara avec Natacha Silagi et Hayata Buluk. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.